Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Un nouvel accord de financement entre le Togo et le Fonds monétaire international. L'institution a approuvé ce 1er mars un accord de 42 mois pour un montant de 390 millions de dollars. Dans ce cadre, un décaissement immédiat de plus de 68 millions de dollars a été octroyé au pays. À l'ouverture ce mardi d'un sommet de l'Union africaine de radiodiffusion sur l'intelligence artificielle et les médias, un rendez-vous organisé à Yaoundé et soutenu par l'UNESCO. Jusqu'au 6 mars, les experts se pencheront notamment sur l'impact de l'IA en matière d'intégrité de l'information. Et puis le lancement en Zambie d'une deuxième campagne de vaccination préventive contre le VIH-Sida. L'année prochaine, les autorités entendent proposer à 2000 personnes la prophylaxie pré-exposition, des traitements antirétroviraux pour prévenir la contraction du VIH. Mais tout d'abord, une délégation de l'Union africaine en visite à Port-Soudan, une délégation conduite par Mohamed Ibn Chambas, le haut représentant de l'Union africaine pour la campagne Faire taire les armes. À cette occasion, le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, a adressé un message à l'institution. Il appelle l'UA à réintégrer le Soudan dans ses rangs. Une réintégration qui doit, selon lui, être actée avant toute médiation pour mettre fin au conflit qui perdure depuis le 15 avril dernier. Rappelons qu'après le coup d'État de 2021, l'Union africaine avait annoncé la suspension du Soudan de toutes ses activités. Une suspension effective jusqu'à, je cite, la restauration effective de l'autorité de transition dirigée par des civils. L'actualité, c'est aussi le décès de l'opposant Agbeyome Kodjo. L'ancien Premier ministre togolais s'est éteint dans la nuit du 3 au 4 mars à l'âge de 69 ans. Il serait décédé des suites d'un malaise alors qu'il était en exil. L'opposant avait occupé plusieurs postes à responsabilité avant d'être nommé à la tête du gouvernement sous la présidence de Gnassingbé Eyadema. Il a notamment été ministre mais aussi président de l'Assemblée nationale. En 2020, il s'était présenté à la présidentielle face à l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé. Le dirigeant togolais était arrivé en tête avec un peu plus de 72% des voix. Des résultats que Agbeyome Kodjo, arrivé deuxième, n'a cessé de contester. Le Togo qui parallèlement a bénéficié d'un financement octroyé par le Fonds monétaire international. L'institution a procédé à un décaissement immédiat d'un peu plus de 68 millions de dollars, une enveloppe décaissée dans le cadre d'un accord conclu début mars, accord pour lequel le FMI s'engage à verser au pays 390 millions de dollars à Ménéji. Le Fonds monétaire international FMI a approuvé le 1er mars un décaissement de 68,3 millions de dollars en faveur du Togo. Ce financement s'inscrit dans le cadre d'un accord élargi de 390 millions de dollars sur 42 mois au titre de la facilité élargie du crédit conclue en décembre 2023. L'objectif est d'appuyer les efforts gouvernementaux en vue de stimuler une croissance inclusive et une stabilité macroéconomique. Pour pouvoir bénéficier de cet appui financier, le Togo doit quand même entreprendre un certain nombre de changements, de modifications. Par exemple, il va remplacer une partie des subventions généralisées au carburant par des mesures de protection sociale, mais aussi un rééquilibrage des finances publiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement togolais va devoir améliorer ses finances publiques par une meilleure captation des recettes fiscales. Le soutien du FMI intervient dans un contexte où le Togo est confronté à un resserrement de la politique monétaire des pays avancés, aux problèmes d'insécurité à la frontière nord et aux effets du changement climatique. Afin de favoriser une mobilisation plus efficace des recettes fiscales pour améliorer le climat des affaires, le premier élément d'ancrage consiste à réduire le risque global de surendettement d'un niveau élevé à un niveau modéré inférieur à 55% du PIB d'ici fin 2026. Donc aujourd'hui, il faut s'attendre pour les différents acteurs économiques togolais à ce que la pression fiscale se fasse beaucoup plus fortement que par le passé, et il faudra aussi que ce pays élargisse l'assiette de l'impôt en essayant de récupérer auprès de tous les acteurs économiques, formels ou informels, l'ensemble des impôts qui doivent être récupérés. Cela augure d'une période difficile
pour les peuples togolais, car vous savez que lorsque vous baissez les subventions sur le carburant, par exemple, cela entraîne ipso facto une augmentation de cette matière et c'est comme un domino, tous les secteurs de l'économie vont connaître une augmentation. Selon le FMI, l'accord, prévu se poursuivre jusqu'à mi-2027, devrait également contribuer à la stabilité externe de l'UEMOA. Notons qu'au Togo, le budget 2024 connaît une augmentation de 10,3% par rapport à l'exercice 2023 et passe pour la première fois le cap symbolique des 2000 milliards de francs CFA. Le Guinea Investment Forum est de retour pour une 3e édition. L'événement ouvre ses portes ce 5 mars à Conakry. Environ 2000 participants sont attendus. L'occasion pour les entreprises de nouer des partenariats dans des secteurs clés tels que les infrastructures ou encore les mines. Reportage de notre correspondant Nabila Kamara. Le Guinea Investment Forum est un espace transactionnel, une porte d'entrée sur le marché guinéen. Cette 3e édition du GIF représente une occasion pour les investisseurs et les bailleurs de découvrir les opportunités d'investissement actuelles offertes par la Guinée. 6 secteurs prioritaires sont identifiés: l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, le tourisme, les mines et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a une mortalité des entreprises qui est très élevée, un taux de mortalité de 75%. Et une des principales causes, c'est l'accès au financement. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir un impact sur les PME locales. On a 40 PME aujourd'hui qui sont porteuses de projets et vraiment les mettre en lumière pour qu'elles accèdent au financement et que les autres aussi puissent suivre, parce que ça va, en fait, ces projets vont développer une chaîne de valeur, une sous-traitance qui va créer de l'emploi. Le GIF, dans sa 3e phase, est une plateforme idéale pour établir des partenariats stratégiques entre le gouvernement guinéen, le secteur privé local, les investisseurs étrangers et les acteurs du développement. Plusieurs organisations et entreprises vont pouvoir explorer les différentes opportunités que présente le marché guinéen. De 2023 à aujourd'hui, les interventions que nous avons faites sont de l'ordre de 50 millions de dollars de garantie. Et nous avons de très grandes ambitions pour la Guinée, que ce soit pour le sortir du GIF que pour l'exercice 2024. Nous annoncerons nos ambitions de façon formelle. Personnellement, je m'engage pour un minimum de 100 millions de dollars. Le Guinea Investment Forum a connu un succès remarquable lors de la première édition organisée à Conakry en 2021 et la seconde à Dubaï aux Émirats Arabes Unis en 2022 en marge de l'exposition universelle. 3000 participants avaient fait le déplacement et plus de 680 millions de dollars de financement avaient été mobilisés en faveur des projets publics et privés. Services publics, santé ou encore armée, l'intelligence artificielle s'implante peu à peu dans divers secteurs d'activité et celui des médias n'en est pas épargné. Pour comprendre les enjeux que cette technologie représente pour les médias africains, une conférence internationale s'est ouverte ce 4 mars à Yaoundé, un sommet organisé par l'Union africaine de radiodiffusion et soutenu par l'UNESCO. Catherine Gombe. Yaoundé va devenir la capitale de l'intelligence artificielle du 4-6 mars 2024 avec le sommet de l'Union africaine de radiodiffusion et de l'UNESCO baptisé AI Summit UAR AUB UNESCO. Pendant 3 jours, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Union internationale des télécommunications, concernées au premier chef par ces questions, échangeront avec les hommes de science dans le domaine de l'intelligence artificielle et les hommes de médias sur les questions d'éthique, d'automatisation des processus éditoriaux et l'impact de l'IA sur la diversité et l'intégrité de l'information. Ce sommet placé sous le thème « Les nouvelles frontières des médias africains, l'intelligence artificielle » a pour objectif d'évaluer l'état de préparation des médias africains à l'utilisation de l'IA et d'établir les bases d'un plaidoyer en faveur de politiques régionales cohérentes. L'intelligence artificielle est en ce moment au cœur des préoccupations dans le monde entier et dans tous les milieux scientifiques, politiques, économiques, culturels, etc. Elle constitue donc l'innovation numérique la plus impressionnante avec des bouleversements énormes dans tous les secteurs de la vie humaine. Générant des gains de temps sur les textes, les images, les sons et les trucages, l'IA enchante mais aussi effraie. D'après le cabinet américain d'analyse Business Wire, l'industrie des médias et du divertissement dépensera environ 1,5 milliard de dollars d'ici 2030 en IA, ce contre 329 millions en 2019. Pour l'industrie médiatique en particulier, l'intelligence artificielle ouvre des possibilités sans précédent
sur toute la chaîne des valeurs de la création audiovisuelle. Au Palais des Congrès de Yaoundé, l'UAR et son partenaire onusien vont mener des discussions prospectives et ancrées dans le contexte sur le potentiel, les défis et les impacts de l'intelligence artificielle sur les médias locaux. La Zambie poursuit ses efforts pour que l'éradication du sida à 2030 se concrétise. Un objectif possible selon l'ONU à condition que volonté politique et moyens financiers soient mis en œuvre. Pour renforcer cette lutte, les autorités zambiennes ont lancé une deuxième campagne de vaccination préventive contre le VIH-Sida. Les précisions de Catherine Gombe. Le gouvernement zambien a lancé le 1er mars 2024 la deuxième campagne de vaccination préventive contre le VIH en Afrique, après l'Afrique du Sud en 2017. Dans sa lutte contre cette maladie sexuellement transmissible, la Zambie envisage d'intégrer 2000 personnes au programme de prophylaxie pré-exposition injectable, aussi connu sous le nom de KEBLE d'ici 2025, et de l'étendre à l'ensemble du pays par la suite. Une initiative qui a pour objectif d'éradiquer le sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030 par le biais du plan présidentiel d'urgence de lutte contre le sida, PEPFAR. LA est l'abréviation de Action de longue durée. Il s'agit d'un médicament à action prolongée. Les 2 premières doses sont programmées à 4 semaines d'intervalle et par la suite, la personne se présentera pour recevoir le médicament toutes les 8 semaines car il restera dans le système pendant 60 jours. Lorsque la PrEP injectable est administrée tous les 2 mois, elle peut presque éliminer le risque de contracter le VIH. Le médicament bloque le processus de réplication du VIH de sorte que si une personne est exposée, le virus est incapable de s'installer. La PrEP orale, une pilule quotidienne de prévention du VIH, est disponible en Zambie depuis 2018 et la PrEP injectable nouvellement lancée sera intégrée à la prestation de services, offrant ainsi aux clients existants et nouveaux une autre option de prévention du VIH. N'oubliez pas que ce médicament injectable KEBLE n'est administré qu'aux personnes séronégatives pour les empêcher de contracter le VIH, mais qui ne protège pas contre les autres IST. Ainsi, même si une personne a pris ce médicament et n'a pas utilisé de préservatif par la suite, elle peut contracter la syphilis, la gonorrhée, l'hépatite, toutes ces infections sexuellement transmissibles. Au 30 septembre 2023, sur environ 1,5 million de personnes vivant avec le VIH en Zambie, 1,280 000 avaient commencé un traitement antirétroviral contre 1,210 000 en 2022. Selon les résultats de l'évaluation de l'impact du VIH en Zambie basé sur la population, la Zambie a dépassé les 2e et 3e objectifs du programme connu des Nations Unies sur le VIH-Sida de 95-95-95 avec 89% des personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut, 98% des antirétroviraux qui sauvent des vies et 96% ayant une charge virale supprimée. Malgré les progrès réalisés, le fardeau du VIH reste élevé et touche de manière disproportionnée les femmes. En 2019, on estimait qu'il y avait 26 000 nouvelles infections par le VIH chez les femmes de 15 ans et plus, comparativement à 19 000 chez les hommes. C'est une première pour Saint-Louis au Sénégal. La ville accueillera cette année le meeting international d'athlétisme. Le coup d'envoi sera donné le 20 avril prochain. Une première édition qui verra la participation de 128 athlètes venus de 17 pays. Les détails avec Mamadou Kane. Après le meeting de Dakar qui existe depuis près de 20 ans, le Sénégal dispose d'un deuxième grand événement en athlétisme de portée internationale. La ville mythique de Saint-Louis va accueillir en avril 2024 son premier meeting. En collaboration avec l'association franco-sénégalaise et la Fédération sénégalaise d'athlétisme, la Ligue régionale a réussi à intégrer le programme du circuit World Athletics Tour pour attirer plusieurs champions de renommée mondiale. La particularité de cette manifestation de Saint-Louis, c'est que cette manifestation va regrouper environ plus de 17 nationalités et ensuite plus de 128 athlètes de haut niveau. Donc on aura un plateau technique très relevé et ça va permettre justement à ces athlètes de réaliser les minima souhaités pour les championnats du monde, les championnats d'Afrique et les Jeux olympiques. La compétition va se dérouler dans la première capitale du Sénégal et le volet culturel occupera une place importante, estime Cheikh Tidiane Camara. Dans son déroulement, 8 épreuves sont prévues pour les hommes et 6 pour les femmes. Parmi elles, les épreuves phares comme le 100 mètres, le 110 mètres et le 200 mètres seront au programme au stade Mawade Wade.
Avec une piste pas tout à fait à l'état, les organisateurs appellent les autorités locales à veiller à sa remise à niveau. À l'état de la piste d'athlétisme de Saint-Louis, il faut dire que la piste commence à être dégradée. Les aires de saut et aires de lancer aussi souffrent beaucoup et nous avons vraiment besoin de l'accompagnement de la mairie, de l'accompagnement du Conseil général par rapport à la maintenance de ce bijou. À 3 mois des Jeux olympiques de Paris, les meilleurs athlètes vont, pour certains comme Louis-François Mendy, un des représentants sénégalais à ces Jeux olympiques, avoir une plateforme de choix pour s'entraîner, se mesurer et pour d'autres, tenter de réaliser les minima. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.